Merci à tous d'être avec nous. Merci beaucoup. Je suis ravie aujourd'hui d'être avec vous pour discuter d'un webinaire que nous avons intitulé «L'Asie orientale face au Covid-19, quels enseignements tirer des premiers touchés?» Je suis ravie pour ce webinaire d'être accompagnée de François Godement, qui est le conseiller pour l'Asie de l'Institut Montaigne, et de Mathieu Duchâtel, qui est le directeur de notre programme Asie. Nous allons vous présenter aujourd'hui les grands enseignements de notre travail que nous avons sorti hier et que nous allons vous présenter. C'est un travail important qui a été conduit par toute l'équipe du programme Asie et qui est signé donc par François, Mathieu et également Viviana, notre chargée d'études. Je n'en dis pas plus et puis je vous laisse la parole, Mathieu et François. Merci à tous d'être avec nous. Merci Marie. Je ferai une introduction pour expliquer comment on a fait ça et dans quel but. Et puis on va alterner ensuite entre Mathieu et moi pour des points précis, essentiellement pour les leçons qu'on peut peut-être tirer en Europe. D'abord dire effectivement que c'est un ouvrage collectif, on est même 5 si on compte 2 stagiaires qui ont eu le malheur d'arriver à la veille du confinement et qu'on n'a fait que ça depuis le jour du confinement, le 17 mars très exactement. Donc il y a quand même énormément de recherches. C'est utile aussi de parler du point de départ, je crois. Le point de départ, ça a été notre étonnement de voir ce virus se développer monstrueusement dans le Hubei et dans toute une partie de la Chine, jusqu'à quel point en Chine on a encore du mal aujourd'hui à en être sûr, et puis de voir qu'à Taïwan, qui est quand même une île avec des contacts humains extrêmement étroits avec la Chine, il semblait déjà quasiment enrayé, et aujourd'hui il est pratiquement complètement enrayé. J'hésite à prononcer le mot complètement, car vous verrez dans toute cette note, il y a des prudences sur l'avenir, quelles que soient les méthodes adoptées. Donc ça a été ça le point de départ, et puis on l'élargit à l'ensemble de l'Asie orientale. Le deuxième point de départ, je crois, c'est que comme on avait tous notre attention sur la Chine et sur l'Asie, on est tous restés un peu terloqués par la lenteur des réactions, non seulement en France, c'est un sujet de polémique en France, mais en Europe en général, beaucoup plus généralement. Au fond, beaucoup de gouvernants n'ont pas vu venir le virus, ou s'ils l'ont vu venir, ils ne l'ont pas dit, ou ils n'ont pas cru à l'ampleur des mesures qu'il fallait prendre. Et puis, il y a ces fameuses réticences culturelles dont il faudra reparler, qui aujourd'hui sont encore à l'œuvre. L'Asie orientale avait sûrement l'avantage d'avoir traité déjà le SRAS, le MERS, la grippe aviaire, etc., dans les 20 dernières années, en gros. Voilà. Ensuite, on s'aperçoit que c'est peut-être pas le critère culturel qui est le politique qui est le plus important. Bien sûr, le critère politique est très important pour comprendre pourquoi la Chine a mis, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup de retard à reconnaître pour elle-même et pour les autres l'ampleur de l'épidémie. C'est une phase critique. Mais au-delà de cette phase qui s'arrête à peu près le 20-23 janvier, et j'attire votre attention sur l'importance de la chronologie dans chaque pays, à quel moment sont prises les décisions par rapport au problème. Est-ce qu'on a anticipé ou est-ce qu'on a réagi très vite ou est-ce qu'on a réagi lentement? Ça fait de grosses différences. Mais au-delà donc de cette phase initiale de déni ou de déni partiel chinois, on a quelque chose qui est frappant. Ce sont des recettes dont on est d'accord pour dire que ce ne sont pas des recettes magiques. Il n'y en a aucune qui en elle-même arrêterait ce virus, dont on ne connaît d'ailleurs pas encore la nature exacte, dont on ne connaît pas encore le vaccin en particulier. Mais c'est un ensemble de recettes qui semblent avoir été utilisées à des degrés divers dans les différents pays d'Asie orientale. Et ça ne distingue pas forcément la Chine des autres, ça ne distingue pas forcément les États qui sont des démocraties, c'est-à-dire la Corée du Sud et Taïwan ont des démocraties extrêmement vibrantes et de façon extraordinaire, la Corée du Sud vient de réussir à tenir des élections législatives d'ailleurs. Hong Kong et Singapour sont des États de loi, en grande partie des États de droit avec une composante autoritaire, mais il y a tout de même des élections. Le Japon, n'en parlons pas, et peut-être d'ailleurs dans nos 6 cas le plus proche de l'Europe. Tous, à l'exception peut-être du Japon dont Mathieu parlera parce qu'il s'est occupé tout particulièrement de ce cas difficile, ont adopté des recettes qui finalement se ressemblent beaucoup. Et c'est ça qui est tout à fait frappant. La première, c'est celle qui est la plus connue aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire l'affaire des masques. C'était en effet culturel dans un certain nombre
pays, c'était le fruit de l'expérience acquise, c'était le fruit des capacités de production et d'importation, et Mathieu en dira un mot notamment sur la capacité d'augmenter la production de ce genre de choses. Mais il y a d'autres éléments. Il y a, et je vais en dire un peu plus sur si vous pouvez mettre la slide, Marie, celle sur le traçage et le pistage, c'est comme ça que j'ai appelé ça en français, digital. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé en premier dans la crise parce qu'il a fallu mettre les outils au point. Mais c'est quelque chose qui, à des degrés divers, est employé dans presque tous les pays de notre échantillon, sauf, on va dire, le Japon, où on peut dire que le traçage se limite à la transmission des données téléphoniques anonymisées pour voir comment se diffusent les gens et l'épidémie, mais sans rapprochement plus précis jusqu'ici. C'est peut-être en train de changer d'ailleurs. Traçage digital qui permettait rétrospectivement de revenir sur les contacts passés. L'application la plus connue était Singapour, puisque c'est celle qui est discutée en Europe. Mais d'autres applications ont été utilisées ailleurs. C'est peut-être en Chine que la situation est d'ailleurs la plus confuse et on a un peu tendance à confondre traçage et pistage. Le pistage, c'est autre chose. C'est la surveillance des gens dont on a identifié soit qu'ils présentent des symptômes, soit qu'ils ont été en contact avec des gens qui présentent des symptômes, soit même qu'ils ont été dans des régions jugées comme dangereuses. C'est un autre élément. Il faut souligner de ce point de vue-là que des ensembles aussi divers que Hong Kong et la Corée du Sud vient de s'y mettre, c'est tout frais, utilise les bracelets électroniques pour surveiller la mise à l'isolement, dont Mathieu parlera aussi, sans trop de scrupules, si vous voulez, sur l'atteinte à la liberté de mouvement. Une réflexion générale qu'on en tire là-dessus, c'est que quand on ne prend pas ces mesures, et je m'abstiens de décrire les autres que Mathieu va aborder, on a une situation où ce que nous appelons, nous, le confinement, ce qui s'appelle dans la région en anglais le lockdown, devient inévitable. Ça a été le cas de la Chine, qui a été le lockdown de très, très, très loin le plus rigoureux, beaucoup plus rigoureux que le nôtre d'ailleurs, dans de très nombreuses agglomérations, et particulièrement dans le Hubei, qui a été en état de siège, avec une logistique d'alimentation pour des grandes villes assurées par l'armée. Autrement dit, nous braquons sur une privation de liberté possible liée à des mesures de confinement partiel ou d'isolement, où nous nous braquons sur le problème de nos libertés dans cette situation d'urgence. Mais la liberté fondamentale qu'on perd, c'est évidemment la liberté d'aller et venir si on ne procède pas à ces mesures et qu'on en est réduit à un confinement général. Donc il y a là-dessus une différence d'approche qui est tout à fait considérable. Je vais laisser Mathieu développer tout ça point par point et je reviendrai peut-être sur quelques-uns d'entre eux, mais aussi sur l'aspect économique de la situation, puisqu'on sait qu'il fait de plus en plus partie du débat en France et en Europe. On est évidemment devant un dilemme, sauver la santé ou sauver l'économie dans certains cas, ou bien est-ce que c'est un faux dilemme et qu'on ne peut sauver l'économie si on ne peut sauver la santé. Je laisse la parole à Mathieu. Est-ce que Marie, tu m'as mis en... Ça y est, on t'entend Mathieu, merci. Très bien. Bonjour à tous. Merci François, merci Marie. Je vais continuer ce que François a entrepris, c'est-à-dire des coups de projecteur sur cette boîte à outils de politique publique en Asie orientale dans la lutte de nos 6 cas contre la crise du Covid, et des coups de projecteur sur certains aspects de ces politiques publiques qui méritent de nourrir en tout cas la réflexion en France et en Europe sur la stratégie post-confinement. Et ça m'amène à rebondir sur l'un des points de François, sur les alternatives au confinement. Ce qu'on voit dans ces pays d'Asie orientale, tous à l'exception de la Chine, c'est qu'on peut définir l'alternative au confinement comme la capacité de l'État à avoir une intelligence précise de l'état de l'épidémie sur son territoire, c'est-à-dire individu par individu et foyer par foyer. Et dans ce sens-là, ce qui s'est passé à Wuhan, dans le Hubei, et ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, c'est le confinement
comme une stratégie un petit peu du dernier recours, une stratégie de l'État qui a perdu une vision précise de l'état de l'épidémie sur son territoire. Et donc, on peut opposer le confinement comme mode d'action vraiment macroscopique qui vise à agir sur une courbe et à sauver le système de santé publique de la saturation, à des réponses politiques qui permettent d'agir sur les individus, sur les foyers, de manière assez rapide pour ne pas perdre finalement cette compréhension fine qui est nécessaire pour agir de manière la plus efficace possible. Et ça m'amène à la première leçon de notre étude de ces 6 cas en Asie orientale. Si c'est possible, Marie, d'avoir la première diapositive de notre PowerPoint. À l'évidence, le mode d'action microscopique est préférable à une action sur la courbe. Et la question que ça pose, c'est comment placer l'État dans une position de domination de l'information. Et bien sûr, quand on retranscrit ça dans une logique de post-confinement, comment instaurer ou comment restaurer une position de domination de l'information par l'État. Comment arriver à une connaissance fine de la situation de l'épidémie sur le territoire. Alors, une des leçons de la réponse des pays d'Asie orientale, c'est que ça se passe véritablement très tôt, qu'il est nécessaire d'agir immédiatement et qu'il y a un moment qui est quasiment décisif pour ne pas perdre cette bataille de l'intelligence de la situation. On voit sur les chronologies de cette slide sur la question des contrôles aux frontières que l'usage de la frontière pour des contrôles renforcés des vols en provenance de Wuhan ont lieu dès le 31 décembre à Taïwan, les 2 et les 3 janvier à Singapour, en Corée du Sud et à Hong Kong, que la raison pour laquelle ces pays agissent immédiatement sans attendre en réalité ni la confirmation de la Chine ni celle de l'OMS que le coronavirus est contagieux et qu'il y a une contagion d'humain à humain. C'est bien sûr une mémoire institutionnelle, François en a parlé, liée à la crise du SARS en 2003 et à la crise du MERS en 2015, mais ça leur permet d'employer cette première mesure, qui est une mesure de prise de température, de détection de symptômes à l'arrivée sur leur territoire, et même dans certains cas de mener des enquêtes épidémiologiques, puisqu'ils remontent dès le début du mois de janvier dans certains cas, sur les passagers qui sont entrés sur le territoire, mais qui avaient passé dans les 14 derniers jours précédant leur arrivée un certain temps dans le Hubei ou à Wuhan. Alors bien sûr, ces contrôles très précoces ne sont pas une panacée. On voit bien que des accidents peuvent arriver. Ça a été le cas en Corée du Sud avec l'incident du culte religieux à Daegu, ou les difficultés que connaît Singapour aujourd'hui avec la nouvelle vague. Mais ça permet d'instaurer, disons, un rapport de compréhension fine avec la propagation du virus. Ce qui est bien sûr beaucoup plus facile quand l'épidémie est encore localisée dans un foyer urbain ou dans un foyer régional. Mais ce que ça soulève, et c'est disons la première conclusion, réflexion de cette note, c'est la question du point géographique de contrôle enlevé du confinement. Alors, on voit aujourd'hui que même la ville de Pékin, par exemple, instaure des contrôles pour les voyages intra-chinois de province à province à l'arrivée à Pékin, avec des tests, parfois même une mise en quarantaine, je reviendrai là-dessus, de 14 jours, même pour les Pékinois qui quittent Pékin et qui reviennent à Pékin. Il y a une question véritablement de contrôle à la frontière, peut-être de test à la frontière. Cette réflexion doit être menée en lien avec la réflexion sur le dépistage. Le deuxième point, disons cette deuxième enseignement de notre étude pour contribuer à la réflexion sur la sortie du confinement, c'est un sujet dont on parle vraiment très peu, voire pas du tout en France et en Europe, qui est celle de la quarantaine, donc la quarantaine individuelle, et c'est la deuxième diapositive, Marie, comme alternative au confinement, et qui est un aspect central des réponses de tous les pays à la crise. J'en ai parlé pour Pékin aujourd'hui. À l'exception du Japon, je vais revenir dessus rapidement, aucun individu, disons, à risque n'est invité par les services de santé publique à rester chez lui de manière assez, disons, sans contrainte, en attendant de voir si les symptômes
se développe ou pas. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et on a des mises en quarantaine strictes absolument dans tous les pays, avec parfois des outils de surveillance. François, on a parlé avec les bracelets électroniques à Hong Kong et maintenant en Corée du Sud pour localiser la personne en quarantaine. Et bien sûr, même dans les démocraties, en fait, un arsenal de mesures qui contraignent les individus à accepter leur mise en quarantaine stricte pendant 14 jours. Donc, pour être concret, c'est généralisé absolument partout, à l'entrée du territoire quand elle est encore possible, donc très souvent aujourd'hui pour les nationaux ou en Chine de province à province quand il s'agit de Pékin. On a des centres de quarantaine dédiés dans beaucoup de pays. Il y en a maintenant au Japon aussi. Le Japon est parti d'une doctrine d'hospitalisation obligatoire pour tous les individus qui testaient positif au coronavirus du fait de sa loi sur les maladies infectieuses qui impose une hospitalisation à tous, et évolue maintenant, pour ne pas saturer son système de santé, et puis parce que ce n'était pas réaliste par rapport à la nature de la menace Covid, vers une isolation des individus sans symptômes ou avec des symptômes très légers, dans, par exemple, des hôtels qui sont, selon l'état d'urgence, utilisés pour cet objectif. Il y a des centres dédiés à Hong Kong, il y en a à Singapour, à Taïwan, il y en a à Pékin, à proximité des aéroports. Donc la quarantaine est mise en œuvre de manière très stricte. La surveillance numérique, j'en ai déjà parlé un peu. J'ajouterai un point sur l'effet dissuasif des amendes, en prenant l'exemple de Taïwan, où les amendes individuelles pour la violation d'une quarantaine peuvent aller jusqu'à quand même 33 000 $. Et il y a déjà des cas d'individus qui paniquent en quarantaine ou qui veulent en sortir, qui sont rattrapés par les services de l'État et qui doivent payer cette amende de 33 000 $. C'est de nouveau, comme cette question des frontières, une question qui doit être pensée en lien avec le dépistage. Il y a la question du test à la sortie qui a lieu, par exemple, en Corée du Sud, en fin de quarantaine, après 14 jours, un dépistage en sortie de quarantaine. Évidemment, c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre avec une perspective d'analyse des politiques publiques, puisqu'il y a la question de la fiabilité des tests, qui est vraiment une question de biologie, et la question de l'immunologie, l'immunité acquise des individus. Mais cette question de la quarantaine individuelle comme alternative au confinement se posera dans la réflexion sur la stratégie de déconfinement. Troisième point, troisième enseignement de notre étude sur la mobilisation industrielle. Et là, je te demanderai, Marie, de passer à la 4e diapositive sur voilà, celle-ci, les masques comme une protection, mais aussi comme une industrie. Alors, c'est un sujet qui est bien sûr très présent en France et en Europe, la question de la production, de l'accès aux masques, aux respirateurs, aux équipements de protection, au gel hydroalcoolique. Ça a été aussi un sujet central en Asie, qui s'est posé aussi à l'échelon national. Ce qu'on conclut, nous, de notre étude de ces 6 cas en Asie orientale, c'est que l'accès à ces fournitures médicales est un véritable enjeu, est conçu comme un enjeu de sécurité nationale partout, que c'est un enjeu à la fois de production, mais surtout d'accès à la fourniture de cet équipement. Quand on regarde les chiffres, ils sont parfois très impressionnants, bien sûr, plus impressionnants pour la Chine que pour le reste de l'Asie orientale. La production chinoise de masques passe de 4 par jour à 200 millions par jour en l'espace de 2 mois. Mais il y a aussi une augmentation assez forte à Taïwan, qui passe de 4 à 13 millions de masques produits par jour, qui permet maintenant à Taïwan de mener aussi une diplomatie d'assistance. 10 à 13 millions en Corée. On voit aussi que le Japon se dirige vers une production de 20 millions de masques par jour. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est plus que ces chiffres, les outils qui ont été mis en œuvre dans ces pays, quel que soit leur système politique, leur système de gouvernance, pour arriver à ces objectifs. Alors, il y a bien sûr partout des subventions ciblées, hein, pas seulement en Chine, on le voit au Japon où le métier joue un rôle pour soutenir certaines industries de production de masques, mais aussi pour les productions de matériel qui contribuent à la production de masques. On le voit, c'est un point important au Japon et en Corée, qu'il y a une prise de conscience en février et en mars de la dépendance de ces 2 pays à la Chine pour la fourniture de matières premières qui entrent dans la fabrication de masques et qui a un effort de l'État pour limiter cette dépendance.
On voit en Chine, et c'est vrai sur l'ensemble des productions d'équipements de protection, une promesse de l'État. Alors ça, c'est une véritable spécificité chinoise d'acheter la surproduction. Et on le note dans le rapport qu'il y a déjà une surproduction d'équipements de protection. Et on voit aussi parfois la mobilisation de l'armée. Alors c'est vrai à Taïwan, à Singapour, c'est vrai en Corée du Sud, dans la production de masques, mais aussi dans la logistique de distribution pour permettre un accès à ce produit à l'ensemble de la population. Alors, il y a un point qui est intéressant, c'est l'infrastructure industrielle préexistante. On voit que les chaînes de production ont pu être réorientées. C'est le cas dans l'industrie automobile avec l'importance de BYD en Chine, mais aussi de la joint venture entre SAIC et General Motors qui crée des chaînes de production de masques. C'est vrai aussi pour les entreprises high-tech comme Foxconn et comme Sharp qui sont capables de réorienter leur chaîne de production assez rapidement pour de la production de masques. Quand conclure, alors je voudrais peut-être un petit point de conclusion rapide avant de repasser la parole à François, après ce tour d'horizon sur l'aspect industriel. Ce qu'on tire de l'observation de ces cas en Asie orientale, c'est l'importance d'organiser l'autonomie, et que l'autonomie n'est pas seulement une autonomie de la production industrielle, mais qu'elle est une autonomie de l'accès aux produits, et que l'essentiel n'est sans doute pas d'être purement indépendant, mais d'éviter une dépendance à une source particulière, en particulier dans une région où la géopolitique a un impact sur le commerce international. Et c'est bien sûr aussi pour tous ces pays, et on le voit beaucoup pour la Chine, mais on le voit aussi beaucoup en Europe, un véritable enjeu de politique étrangère. Voilà, j'arrête là pour ce tour d'horizon des 3 points de conclusion que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Je reprends, Marie, quelques minutes en prolongeant ce que vient de dire Mathieu sur les leçons. La première, c'est que la plupart de ces États avaient des systèmes de coordination horizontaux à l'intérieur des administrations pour prévoir le cas de catastrophe naturelle ou de catastrophe épidémique. Il y a un cas d'échec qu'on voit exploser aujourd'hui, c'est celui de la Chine avant le 20 janvier, parce qu'il apparaît que la structure médicale centralisée n'a pas bien, enfin, elle a peut-être bien communiqué avec le pouvoir politique, mais le pouvoir politique est tardé à répondre. Partout ailleurs, il y avait ces structures de coordination horizontale prêtes, qui ont très bien fonctionné dès le début. Un tout petit peu moins bien pour le Japon, qui était plus orienté vers les catastrophes naturelles que vers les épidémies, mais même lui, comme Mathieu l'a rappelé, avait une loi sur les épidémies. La deuxième observation qu'on peut faire, c'est que ces méthodes permettant peut-être d'éviter le confinement, pas complètement, on le voit aujourd'hui, puisque Singapour est passé à un confinement qui est plus précis, plus spécifique que le nôtre, mais qui est quand même assez important. Et le Japon est en train d'évoluer sur tout son territoire depuis hier soir, une mesure de généralisation qui est en cours. Mais tout de même, ces mesures, elles n'ont certainement pas éradiqué le virus, mais elles l'ont contenu de façon indiscutable. Même ceux qu'on peut considérer aujourd'hui comme demi-succès, demi-échec, on parle de 5 000 ou 6 000 ou 10 000 cas. Au Japon, on ne parle pas de 100 ou 200 ou 300 000 cas. Pour l'instant, en tous les cas, je reste prudent. Donc, ces méthodes de pré-confinement ou permettant d'éviter le confinement sont certainement des pistes pour nous pour la sortie de notre confinement. Car au fond, la problématique est la même. Le virus, c'est comme un feu de forêt, comme des incendies de forêt. Il va y avoir des reprises locales. Ça paraît à peu près inévitable. Et donc, tout le problème est d'étouffer ces reprises locales. Donc, ces méthodes, si vous voulez, elles ne sont pas datées, elles resteront utiles. La troisième observation qu'on peut faire, c'est évidemment l'astuce des solutions digitales et leur diffusion. Je pense que c'est Taïwan qui indiscutablement est en avant de tout le monde, parce que pour compléter ce que disait Mathieu sur la production et la disponibilité des masques, il y a des systèmes de distribution adoptés pour chaque personne, avec la localisation des pharmacies où il y a des masques, avec la distribution par le système postal à toutes les familles d'un nombre minimum de masques, et une ou deux autres encore astuces
digital, si vous voulez, qui montre que le problème, il n'est pas uniquement de produire, le problème, il est de distribuer et d'avoir soit l'administration, soit des sociétés de logistique extrêmement rapides, responsives, responsables, flexibles. C'est quelque chose sur lequel il faudra se pencher, puisqu'on est aujourd'hui, nous, devant la situation de devoir donner à chaque Français un masque, par exemple, pour le 11 mai, espérons-le. Donc ça, c'est un aspect qui est extrêmement important. Je vais parler un tout petit peu de l'économie, parce que c'est évidemment une préoccupation qui monte, en notant que bon, les chiffres pour le premier trimestre commencent à être connus ça et là, les chutes de PIB, et on voit qu'elles sont assez importantes. Elles sont particulièrement importantes à Singapour, qui est une nation commerçante et qui dépend évidemment des autres. Elles sont importantes au Japon aussi. Pour la Chine, pas de chance, nous sommes le 16 et les chiffres tombent le 17, je crois. Mais la rumeur, c'est que alors qu'on pensait être à plus 6, on sera à moins 6, ce qui est une chute importante qui correspond évidemment à l'état du confinement tel qu'il a eu lieu en février, après le 23 janvier, disons, et jusqu'à la mi-mars. Mais dans tous ces états, et particulièrement pour la Corée, par exemple, peut-être on a une réduction à zéro, peut-être on a une très légère baisse. On a évité les conséquences du confinement total. L'Asie, de ce point de vue-là, serait plus proche de se redresser s'il n'y avait pas le deuxième choc, c'est-à-dire le choc de la demande extérieure, le choc de la demande en provenance notamment de l'Europe et des États-Unis, en attendant d'autres pays susceptibles d'être très durement frappés par le virus. Donc on part d'une situation qui, sauf peut-être pour la Chine, est un petit peu moins problématique qu'elle ne l'est actuellement en Europe et aux États-Unis au point de vue capacité de production. Les mesures qui ont été prises, l'acceptation de déficits budgétaires importants, spectaculaires. Un pays comme le Japon, qui Dieu sait a un stock de dette publique important, accepte déjà officiellement 7,5 à 8% de déficit budgétaire cette année. Le chiffre coréen n'est pas encore connu, mais comme il y a eu une course aux dépenses publiques avant les élections législatives, ce sera un des pays qui en a fait le plus, si vous voulez, pour essayer de mitiger les conséquences immédiates de l'épidémie. Taïwan et Hong Kong suivent avec des pourcentages de hausse des dépenses publiques ou d'acceptation de déficit qui tournent de 5-6% du PIB. Donc, on est vraiment sur une mesure importante. Le type de mesures qui ont été prises, paradoxalement, je crois que s'il faut regarder une mesure analogue à ce que le président de la République en France a appelé la nationalisation des salaires dans son discours de lundi soir, il faut aller en Chine, où l'État a donné littéralement l'ordre et une garantie de versement des salaires aux entreprises sur lesquelles il a un contrôle. Ça fait évidemment une différence énorme entre celles sur lesquelles il a un contrôle, les administrations, les entreprises plus importantes, et les micro-entreprises innombrables en Chine. Donc ça fait évidemment, la structure économique n'est pas la même qu'en France, elle est plus défavorable de ce point de vue-là. Mais l'effort est énorme. Partout en Asie, par contre, on a plutôt pratiqué ce qu'on appelle d'une façon imagée le helicopter money, c'est-à-dire la distribution de cash directement par l'État, soit à toute la population, soit à une partie de la population, en, disons, mesure d'urgence pour faire face à l'épidémie. L'assurance chômage n'est pas aussi développée, et ce sont donc des mesures exceptionnelles, mais elles ont été prises. On a eu des mesures plus ciblées, mais qui, à mon avis, actuellement patinent considérablement du fait des problèmes de logistique extérieure, de transport, du fait des problèmes de l'interruption des déplacements de personnes aussi, et du fait de l'interruption de la demande dans les autres économies. Il ne faut pas oublier que tous ces pays de l'Asie orientale sont les fournisseurs du monde, un monde qui aujourd'hui leur demande bien moins de marchandises et de services qu'il y a seulement 3 mois. Donc on a un tableau, si vous voulez. La dernière constatation que je ferai là-dessus, qui est assez intéressante par rapport à l'Europe, c'est aucune coordination sur l'ouverture et la fermeture des frontières. Voilà 6 pays qui agissent chacun pour eux-mêmes, y compris Hong Kong d'ailleurs, sous la pression de son opinion publique par rapport à la Chine populaire.
Et aucune coordination non plus des mesures d'urgence sur le plan économique ou des mesures de relance. Or, ni la fermeture quasi complète des frontières, ni des relances complètement isolées et non coordonnées ne sont vraiment viables à moyen terme. On peut imaginer qu'elles sont utiles dans une situation d'urgence, elles posent des problèmes très sérieux pour la suite. C'est le seul terrain sur lequel je dirais que dans notre étude, à côté de toutes les leçons qu'on voudrait tout simplement voir adoptées, peut-être d'une façon modifiée, peut-être avec quelques changements en Europe pour écrêter l'épidémie et pour tenir la durée avant qu'on ait un vaccin, je pense que c'est peut-être sur ce plan économique, sur le plan de la coordination des mouvements de personnes, de la reprise économique, qu'au fond l'Europe est un peu moins mal placée qu'on ne le dit chez nous. Un peu plus capable, si vous voulez, d'adopter des décisions communes. On sait que c'est non sans peine, non sans douleur, mais c'est peut-être le point sur lequel on a un avantage de par la structure. Est-elle semi-fédérale? Est-elle coopérative intense entre les pays de l'Union européenne? Donc je termine sur cette note d'optimisme européen très relatif, mais pour dire que notre note n'est pas simplement un effort pour dire l'Asie orientale fait tout mieux. Elle a tâtonné, si vous regardez la chronologie, vous voyez dans le détail le passage d'une mesure à une autre, l'intensification des mesures. Ils ont simplement eu par rapport à nous la situation d'être confrontés à l'épidémie avant nous. Et nous avons l'avantage en réalité de pouvoir bénéficier de leur expérience. Voilà, je pense que Marie, on va peut-être passer aux questions. Parfait, merci beaucoup. Je pense que c'était très clair. Je pense qu'on a très envie de vous entendre. On a déjà des premières questions qui nous arrivent, peut-être pour faire des zooms par pays. N'hésitez pas, ceux qui sont en direct avec nous, à poser toutes vos questions en utilisant le chat en bas à droite de votre écran ou l'espace de questions-réponses. En voici une première pour vous, Mathieu, François. Quelqu'un qui nous dit effectivement, les quelques pays asiatiques qui ont mieux maîtrisé l'épidémie seront-ils plus à risque en cas de redéveloppement futur de l'épidémie du fait d'une moindre population immunisée? Qu'en pensez-vous? Vous savez que c'est un sujet qui est en discussion partout. Est-ce que l'immunité est vraiment acquise? Il y a des doutes très profonds sur l'immunité. Je pense qu'on est dans un combat malheureusement plus dur. On a trop d'exemples de gens qui réacquièrent, si j'ose dire, le virus. On a le problème de la population dite asymptomatique. On ne va pas pouvoir tester, même si on est... tout le monde partage l'idée qu'il faut tester aujourd'hui, mais personne ne pense que les tests à répétition sur l'ensemble de la population sont possibles. Donc je pense malheureusement que c'est une question qui se pose à tous. Les rebonds, les deuxièmes vagues, oui, ils arrivent. Toute la question, c'est justement, est-ce que ces 5 ou 6 méthodes qu'on a identifiées permettent de les limiter ou non? Merci François. Nous avons également quelques questions sur, vous en avez globalement beaucoup parlé, mais peut-être pourriez-vous résumer pour les personnes qui nous suivent. Quelqu'un qui nous demande quelles sont les leçons à tirer pour l'Union européenne des best practices asiatiques, tant sur le plan sanitaire qu'économique. Peut-être si vous deviez résumer ça, les meilleures pratiques utilisées en Asie pour l'Union européenne. Alors, je dirais que la boîte à outils est maintenant connue. On a des outils de dépistage, on a des outils de quarantaine, on a des outils scientifiques de recherche et de développement de vaccins et de traitements. On a des outils numériques. Ce qui importe, il me semble, c'est de savoir comment utiliser ces outils les uns avec les autres. Et en particulier, la question des points de contrôle et des dépistages, la manière dont on les combine. La question aussi des quarantaines, je pense que c'est un point particulièrement à noter parce qu'il est complètement oublié du débat qui a lieu aujourd'hui en France et en Europe, l'utilisation de la quarantaine et sa combinaison avec des dépistages. Je peux faire une remarque générale là-dessus? Bien sûr. Elle est peut-être plus française qu'européenne. C'est que sur la quasi-totalité de ces méthodes, on a vu en France des positions sceptiques
du genre oui, mais les masques, ça marche pas ou ça marche pas à tous les coups. Le traçage digital, ah oui, mais il faut avoir un bon smartphone, tout le monde n'en a pas et dans certains cas, il y a des erreurs, etc., etc. Les tests, bien sûr, certains sont particulièrement peu fiables, d'autres le sont plus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la lutte contre une épidémie, c'est pas on l'arrête d'un seul coup, c'est on l'arrête statistiquement. On la ralentit. Il faut que le degré de contagion tombe en dessous de 1. Chaque personne doit infecter moins d'une autre personne, et ça, c'est un ensemble de méthodes. Tout le monde a des arguments qui sont complètement employés pour dire ça ne marchera pas, il ne faut pas le faire, ça ne sert à rien. À mon avis, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est bien s'il y a vraiment une leçon de ces pays qui ont pour l'instant et dans une large mesure, je reste prudent, réussi à contenir l'épidémie, c'est que c'est un cocktail de mesures dont aucune par elle-même n'aurait marché. Par exemple, le traçage sans des tests ensuite de dépistage, ça ne sert à rien. Et les tests sans mesure, non seulement de confinement, mais en réalité d'isolation ou de quarantaine, comme Mathieu les appelle, parce que malheureusement, quand on est confiné au sein d'une famille, on contamine les autres membres de la famille, y compris éventuellement les personnes âgées qui sont là, pour prendre cet exemple. Donc, tout ça est dur, nous ramène à un temps d'épidémie qu'on n'a jamais connu, mais malheureusement, c'est probablement la réalité. Merci à tous les deux. Pour rebondir un petit peu sur cette question de l'immunité qui est difficile à définir sur les patients asymptomatiques, les risques de réinfection, est-ce que vous pourriez l'un ou l'autre peut-être nous faire un point ou nous donner votre sentiment sur là où en est la recherche autour d'un vaccin en Asie et où en sont peut-être les différents pays? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors, on a vu dans la mobilisation de l'armée en Chine que l'Académie des sciences militaires et son département de recherche étaient sur la piste d'un vaccin, donc sur le développement d'un vaccin. Il y a d'autres initiatives, ça et là, dans les pays d'Asie orientale. Ce qu'on a beaucoup vu et ce qu'on a beaucoup couvert en matière de recherche et de développement dans la note, c'est ce que font les États pour soutenir, ou d'ailleurs ce que font les entreprises de leurs propres chefs, le développement de tests qui sont à la fois des tests acides nucléiques, PCR, pour détecter le virus dans l'organisme, mais aussi de tests sérologiques pour détecter une immunité. Et là, on voit bien qu'on a des avancées et que l'Asie est un partenaire important pour l'Europe. On a des tests à la fois sud-coréens et chinois qui sont en utilisation en Europe. Il y a eu la question aussi vraiment forte de la certification, du problème de la certification des tests chinois, avec une évolution très récente de la Chine qui impose maintenant une certification sur le territoire chinois pour arrêter ces producteurs et leur jeu via des intermédiaires sur les différentes règles de certification d'un pays à l'autre. Donc, on a un éventail d'évolutions dans les pays d'Asie orientale sur ces aspects recherche et développement, à la fois sur le vaccin, mais aussi sur les tests sérologiques et les tests du virus. Merci beaucoup Mathieu. Une autre question que nous avons reçue, n'hésitez pas tous à continuer d'utiliser le chat et l'espace de questions-réponses pour poser toutes vos questions. On va pouvoir y répondre maintenant, on a encore 20 minutes devant nous, donc n'hésitez pas. Peut-être une autre question qui concerne plus le déconfinement maintenant. Quelles sont selon vous un petit peu les leçons à tirer des pays asiatiques sur les enjeux à venir pour nous en France et en Europe sur le déconfinement et sur les évolutions pérennes impactant certains secteurs d'activité, par exemple, nous dit l'internaute, le port du masque dans les transports, etc. Et l'internaute qui vous remercie également tous les deux pour cet exposé qui était très clair. Je pense que le déconfinement, d'abord, il faut arriver à s'entendre sur les mots. Notre confinement n'a jamais été aussi rigoureux que ce qui a été imposé en Chine dans de nombreuses villes. Y compris la surveillance, y compris l'absence de possibilité de sortie, sauf de façon extraordinairement limitée, y compris des logistiques de distribution mises en place en bas des immeubles et évitant, si vous voulez, d'aller au Super U du coin pour se réinfecter. Donc,
Mathieu l'a sous-entendu quand il a parlé de Pékin, et Pékin est évidemment un cas un peu spécial, la capitale est particulièrement protégée, mais on voit très bien que le déconfinement chinois est tout à fait partiel, qui peut s'accompagner de retour en arrière, quand il y a des reprises d'épidémie, que les cinémas, par exemple, n'ont pas été ouverts, enfin ils ont été ouverts et refermés aussitôt, que les déplacements restent contrôlés. Il y a ces fameuses applis dont nous avons du mal à évaluer l'utilité ou la validité, qui classe littéralement la population en rouge, orange ou vert, ce qui limite les possibilités de déplacement de certains. Donc, si vous voulez, on ne parle pas de la même chose. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Moi, je mets l'accent sur des choses qui ne sont malheureusement pas complètement vérifiées encore. Le traçage et le pistage, qui à nouveau pour moi sont vraiment des éléments extraordinairement importants, mais ils ont été introduits en cours de route. Par exemple, à Singapour, ils sont arrivés véritablement au moment justement où il y avait un petit rebond. C'était un hasard d'ailleurs, hein, il y a 2 jours d'écart. Le rebond a commencé 2 jours avant l'introduction de ces méthodes. On ne connaît pas encore l'efficacité. Ce qui est certain, là je vais citer un exemple négatif malheureusement, celui, à mon sens, et Mathieu me corrigera peut-être, celui du Japon. Au Japon, on voit les limites de la bonne volonté et du volontariat et de l'autodiscipline dans la population, puisque ça ne suffit pas. Il faut malheureusement des mesures coercitives pour arriver à une quasi-universalité des mesures de précaution. Sur le même thème, je pense par conséquent que l'idée européenne, très noble, très soucieuse d'un équilibre avec la liberté de chacun, de ne pas rendre obligatoire ces applications de traçage et dans certains cas pour les personnes symptomatiques de pistage, c'est une faiblesse. Ça ne marchera pas comme ça. Et à tous ceux qui défendent les libertés privées, comme j'ai écrit l'an dernier une étude sur le sujet, je le connais quand même un peu, je leur dirais qu'ils sont tous les jours pistés au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer sur leur téléphone et dans leurs applis. Ça ne les gêne pas autant que cette chose qui est en face de nous et qu'on nous agite, le traçage pour raison épidémique. Autre chose est de savoir qui fait le traçage et comment les données seront utilisées maintenant ou par la suite, bien sûr. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Je pense que le port des masques est un minimum dans les transports en public et dans tous les lieux clos. On voit s'accumuler les études aujourd'hui qui démontrent que le rayon d'action des gouttelettes ou des micro-gouttelettes du virus, dans tous les cas d'air pulsé, d'air ventilé, de milieux clos avec recirculation d'air, est beaucoup plus important que les fameux 1 à 2 mètres. Il y a trop d'études qui vont dans ce sens pour qu'elles puissent se tromper toutes. Et par conséquent, on n'est pas en train de parler d'une histoire de liberté de choix c'est vrai, personne n'a envie de porter des masques, hein, c'est clair, mais je pense qu'on est devant une nécessité sanitaire et qu'on n'y échappera pas. Voilà, je m'excuse de terminer la réponse sur cette question sur une note extraordinairement concrète, mais je crois que tout ce qu'on essaye d'expliquer par notre étude, c'est que les réponses doivent être très concrètes. Merci. J'ajouterais peut-être deux, trois petites choses sur le déconfinement en Chine, pour reprendre l'exemple de Pékin, avec une anecdote sur la contrainte au quotidien pour la population pékinoise qui n'a pas été entièrement confinée, mais qui vit maintenant avec le déconfinement du Hubei, enfin, dans une situation de post-première vague. Les individus maintenant qui souhaitent aller se promener dans un parc doivent s'enregistrer à l'avance via l'application WeChat la veille pour maintenir le niveau de fréquentation des parcs à 25% de leur niveau habituel, ce qui est un autre emploi de l'outil numérique, mais qui montre bien la contrainte quotidienne pour la population pékinoise. La question des masques, je dirais, pose aussi la question un petit peu de la contrainte. On voit, et je prendrai là l'exemple de Taïwan, qui une société qui a le réflexe de se protéger avec des masques, disons, assez facilement, mais pas de manière complètement universelle. On a maintenant l'une des mesures les plus récentes adoptées par la ville de Taipei,
c'est des amendes pour tout individu qui ne porte pas de masque dans les transports en commun. Alors même que c'est une grande majorité, une très très forte majorité de passagers qui instinctivement auront le réflexe de porter un masque. Donc je pense que ça pose aussi la question de la contrainte, le port du masque. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup François. Peut-être pour creuser un tout petit peu plus sur cette question de l'utilisation de l'outil numérique et du traçage, et pour faire le lien, François, avec votre excellent papier qui a été mis en ligne sur le blog de l'Institut Montaigne, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, revenir sur les grands enjeux effectivement de ce traçage numérique, peut-être les différences entre la France, l'Europe et l'Asie, de perception et d'utilisation des données personnelles? Je crois que d'abord, l'organisme de régulation et de protection des données personnelles européen s'est saisi de la question et commence à faire des recommandations dont certaines sont en fait assez favorables à l'essor d'applications de ce type en Europe. Dans les recommandations, il y a évidemment l'anonymisation, l'effacement des données, l'absence d'utilisation pour tout autre but que celui recherché, qui est un objectif strictement sanitaire. Il y a aussi la gestion par des autorités de santé et pas par d'autres autorités. On pense en particulier au ministère de l'Intérieur. Des pays comme Taïwan ou Israël, d'ailleurs, sont passés d'une gestion, disons, très liée à la sécurité, au ministère de l'Intérieur, parce que c'est ce que les ministères de l'Intérieur savent faire, hélas, la surveillance, au ministère de la Santé, au moins pour la partie donnée, la partie ensuite suivie, si j'ose dire, et répression, évidemment, c'est quelque chose d'autre. Donc il y a, si vous voulez, une réflexion qui est en cours, pas seulement en France là-dessus. Après, ce qu'on a identifié des débats publics, ils existent en Asie là-dessus. Ils sont très forts au Japon, où il y a vraiment des freins naturels à la surveillance par les autorités et à la communication des données. Dans des situations comme la Corée du Sud, plus que la notion de contrainte, c'est celle de communication de l'identité et de publicisation de l'identité des personnes contaminées qui a fait problème parce qu'on redoute la stigmatisation. Et c'est donc cet aspect-là, comment à la fois cartographier ce qu'on appelle les clusters, la montée d'une épidémie, si vous voulez, et protéger l'identité des individus les uns par rapport aux autres. Il faut que l'autorité de santé sache qui est malade pour pouvoir s'en occuper sous différentes formes, et il faut en même temps empêcher, si vous voulez, que dans un grand ensemble X, chacun sache que son voisin de palier ou le monsieur du dessus ou la dame d'en bas sont malades et qu'on commence à les stigmatiser ou à les boycotter. Donc c'est un vrai problème parce que malheureusement la nature humaine existe. Est-ce que les applications qui ont été développées permettent de régler ça? Celle de Singapour offre quelques garanties, mais pas toutes, soyons francs. Elle est en principe en code ouvert, ce qu'on appelle en code ouvert ou open source, comme on dit en anglais. Ça veut dire que chacun avec des compétences informatiques fortes, peut vérifier le contenu des lignes de code et vérifier qu'il n'y a pas de dérivation ou d'accumulation de données. Il faut souligner d'ailleurs que l'appli est faite pour que les données de chaque personne restent sur son téléphone, sauf au moment où un contact épidémique a été détecté et où les données doivent à ce moment-là remonter. Il y a une durée de conservation en principe limitée, je crois qu'à Singapour c'est 21 jours, toutes sortes de garanties de ce genre. Après, on voit des problèmes. Apparemment, ceux qui se sont penchés, y compris à Singapour, sur cette appli, ont découvert qu'il y avait quand même une ou deux zones opaques dans le code. Et donc, on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses, pas plus qu'on est à l'abri du hacking, par exemple, du piratage ou de choses de ce genre. Mais encore une fois, il faut souligner que, autre chose, ces applis ne font pas de la localisation. Elles font du contact. Alors, si je me permets d'être vulgaire, c'est une chose de savoir que vous avez été pendant 50 centimètres en contact avec une personne sans qu'on sache où. Ce serait une autre si on sache que c'est dans une pièce chez vous, par exemple, ce qui n'est pas le cas.
Bluetooth, ce n'est pas le GPS. Donc, de ce point de vue-là, il y a une protection. Ne dissimulons pas qu'au fur et à mesure que l'épidémie s'étend, si réellement une partie importante de la population est contaminée et que ça se voit, petit à petit, il y aura une cartographie des contacts. Donc, à terme, il ne faut pas se dissimuler qu'il y a bien sûr un prix à payer pour la vie privée. À mon sens, il n'est pas plus élevé que celui qu'on paye pour Waze, pour prendre un exemple, et quantité d'autres applications qu'on utilise tous les jours sans même y réfléchir, parce qu'on n'a pas la capacité technique et la patience d'appliquer les préconisations qui sont celles du règlement européen pour la protection des données. Donc, voilà comment je résumerai la chose. Merci beaucoup François, je pense que c'est très clair et je vois qu'il nous reste une petite dizaine de minutes. Je vous propose de prendre encore 2 ou 3 questions. En voilà une très intéressante je trouve sur effectivement plus centrée sur les entreprises. Quelqu'un qui nous dit les entreprises françaises et européennes se posent de plus en plus la question du déconfinement progressif qui aura lieu normalement à partir de mai. Avez-vous des exemples d'entreprises asiatiques avec des best practices sur le retour au travail dans le pays où l'activité effectivement reprend, en particulier sur le testing des employés? Mathieu, est-ce que vous voulez parler d'exemples chinois ou... C'est plutôt vous qui l'avez creusé. Je sais. Ça, plutôt que le testing qui malheureusement et dans le cas chinois, les Chinois ils ont à la fois beaucoup testé, et comme l'a souligné Mathieu sur les différents types de tests, ils ont pendant toute une période pas eu les tests les plus